Aujourd'hui, je vais vous parler en détail de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la mesure de ce que nous produisons, consommons, rejetons. C'est la mise en chiffres de l'impact que tout cela a sur la planète Terre. Alors c'est intéressant, d'abord parce qu'on se pose des questions sur la durabilité du processus, et ensuite se développe l'idée de service rendu par la nature, par la planète Terre. Alors est-ce que tout cela peut vraiment être mesuré, et puis est-ce que ça sert à quelque chose? L'empreinte écologique évalue la pression qu'exercent sur les écosystèmes terrestres nos productions, nos consommations et nos déchets. Pour cela, elle calcule la surface dont une population a besoin pour produire ses biens matériels et immatériels, c'est-à-dire les services. Et pour faire ce calcul, 6 éléments différents sont additionnés. Les surfaces cultivées nécessaires à l'agriculture et les surfaces de pêche, les forêts, d'où viennent le bois pour la construction et pour le chauffage, les pâturages pour l'élevage du bétail, les surfaces occupées par les infrastructures et les terrains bâtis, et enfin celles nécessaires pour absorber les déchets. Le CO2, rejeté par les activités humaines, est le seul déchet actuellement pris en compte dans le calcul. Parce que sur le plan quantitatif, à l'échelle mondiale, l'empreinte carbone est la composante la plus importante. Elle représente 52% de l'empreinte écologique totale. L'empreinte écologique renvoie donc à tout ce que nous consommons, que nous prélevons directement des ressources naturelles renouvelables disponibles sur la planète, c'est-à-dire la biocapacité de la Terre. Et bien comme l'empreinte écologique, la biocapacité est calculée à partir des terres cultivées, des surfaces de pêche, des forêts, des pâturages, des infrastructures, autant de surfaces à la disposition des populations, et bien sûr en fonction de leur degré de productivité. Comme les ressources, la biocapacité est inégalement répartie à l'échelle mondiale puisque 10 pays se partagent près de 60% de la biocapacité de la planète. Alors comment mesure-t-on tout cela? Alors on a pris une unité de mesure pour calculer l'empreinte écologique et la biocapacité, c'est l'hectare global. Un hectare global représente la capacité de production d'un hectare de terre avec une productivité mondiale moyenne. Parce qu'évidemment, cette productivité est très variable. Un hectare cultivé a une productivité supérieure à un hectare de surface de pêche. Un hectare de forêt européenne n'a pas la même productivité qu'un hectare de forêt tropicale, car le climat, l'aménagement, les politiques de gestion varient beaucoup. Donc l'hectare global permet de faire une moyenne de ces différences et de déboucher sur une unité de mesure commune. En 2007, les ressources disponibles de la Terre s'élevaient à 12 milliards d'hectares globaux, soit une moyenne de 1,8 par habitant, alors que l'empreinte écologique de l'humanité, les ressources consommées, s'élevait à 18 milliards d'hectares globaux, soit presque 3 par habitant. Donc le constat est simple, l'empreinte écologique est une fois et demie plus importante que la biocapacité. Dit autrement, l'humanité surexploite les ressources écologiques de près de 50%. C'est ce que le WWF et le Global Footprint Network appellent le dépassement écologique, qui indique que l'homme vit maintenant largement à crédit. Regardez, voici notre Terre. Maintenant, regardons l'évolution de l'empreinte écologique depuis 1960. On voit bien que la biocapacité de la planète a été dépassée en 1987. Cela se repère bien en regardant le point d'intersection. Suivons maintenant l'évolution des divers éléments qui composent l'empreinte. L'homme consomme désormais les ressources renouvelables plus rapidement que les écosystèmes ne peuvent les régénérer et il produit plus de CO2 que les écosystèmes ne peuvent en absorber. Alors depuis sa formalisation au début des années 90, l'empreinte écologique s'est révélée utilisable à diverses échelles, mondiale, nationale, urbaine, individuelle ou même par produit, ce qui permet de mettre en évidence les facteurs et les acteurs responsables de la surexploitation des ressources naturelles et les disparités entre régions du monde dans leur contribution à l'empreinte écologique mondiale. On va donc prendre maintenant ces diverses échelles. À l'échelle mondiale, on l'a vu, l'empreinte écologique moyenne en 2007 est de l'ordre de 2,7 hectares globaux par personne. Mais la géographie de cette empreinte est disparate et se rapproche sans surprise de celle des zones de développement économique. Si on regarde par continent, ramené à la population, l'Amérique du Nord est l'espace qui a l'empreinte écologique la plus élevée, avec près de 7,9 hectares globaux par personne.
suivi de la zone Océanie, de l'Europe, de l'Amérique latine et des Caraïbes. En Asie, l'empreinte écologique est de l'ordre de 1,8 hectares globaux par personne, ce qui est assez peu, et en rapport avec l'importance de la population, qui représente 60% de la population mondiale. En revanche, les dynamiques démographiques et économiques conjuguées du continent asiatique augmentent sans cesse la part de l'Asie dans l'empreinte écologique globale. En Afrique, l'empreinte écologique moyenne par personne est de l'ordre de 1,4 hectares globaux, mais au sein même de ce continent, la situation varie beaucoup selon les États. Les extrêmes par tête, per capita, sont l'île Maurice qui est au plus haut et le Malawi qui est au plus bas. Deuxièmement, si on descend maintenant à l'échelle des États, les déterminants du niveau d'empreinte écologique sont le mode de vie, les pratiques de consommation, le niveau de développement économique et la taille de la population. En valeur absolue, plus de 50% de l'empreinte écologique mondiale est attribuée à une dizaine de pays, et on constate d'ailleurs que les BRIC, les 4 principaux pays émergents, figurent désormais parmi les 6 principaux responsables. Mais si on rapporte le niveau d'empreinte écologique des pays à la taille de la population, on constate que le classement change considérablement. On trouve par exemple en haut du classement les Émirats arabes unis et le Qatar, avec plus de 10 hectares globaux par personne, parce que ce sont des pays producteurs de pétrole, à l'empreinte carbone considérable, et en plus, ils sont très peu peuplés. Sans surprise viennent ensuite des pays comme les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, la France, le Japon. C'est le niveau et le modèle de développement qui contribuent au haut niveau d'empreinte écologique par personne. Pour d'autres pays, c'est l'effet de population qui contribue au niveau d'empreinte écologique. Ramené par personne, par exemple, l'empreinte écologique du Brésil ou de la Chine se révèle beaucoup moins importante qu'en pourcentage de l'empreinte écologique mondiale. Et puis en bas de l'échelle, on trouve des pays au développement économique faible, mais à la population importante, comme le Nigeria ou l'Indonésie. On trouve une puissance économique émergente, comme l'Inde, qui a une très forte population, mais aussi au même niveau des pays très pauvres et peu peuplés, comme l'Érythrée, ou de petite taille, comme Haïti ou le Timor oriental, qui sont tout à fait à la fin du classement. Troisième exemple, l'échelle urbaine, en prenant l'empreinte écologique des villes. Si on prend la ville de Londres, une étude réalisée en 2010 par l'Agence de l'environnement britannique a calculé l'empreinte écologique de la capitale du Royaume-Uni. Et son empreinte écologique est de 4 hectares émis globaux par personne, soit une surface globale de plus de 34 millions d'hectares globaux, qui fait que l'empreinte écologique équivaut à 200 fois la taille réelle de la ville. Parce qu'une ville, en effet, est loin de consommer seulement la superficie qu'elle occupe. Elle consomme aussi de l'espace pour son approvisionnement en nourriture, en énergie ou en eau. Et puis enfin, il y a notre propre niveau, c'est-à-dire le calcul de l'empreinte du citoyen. On peut le faire par exemple sur le site du WWF en répondant à une série de questions qui concernent nos habitudes alimentaires, le logement ou les modes de transport. Par exemple, pour une personne qui consomme des produits frais, mais aussi des surgelés et des conserves, qui mange de la viande 1 à 3 fois par semaine, qui vit dans un petit appartement chauffé au gaz, qui utilise du papier recyclé et régulièrement la voiture et les transports en commun, qui n'emprunte pas l'avion pour les vacances, on obtient à l'arrivée une empreinte écologique de 3,5 hectares globaux. Alors c'est moins que l'empreinte écologique moyenne d'un Allemand ou d'un Français, mais c'est le triple de l'empreinte écologique d'un citoyen éthiopien. Et pourtant, notre exemple de consommateur moyen n'est pas particulièrement prédateur. Si tout le monde consommait de cette manière, il faudrait presque 2 planètes. Alors ceci pour montrer que si la population mondiale adoptait le mode de vie d'un Émirati ou d'un Américain, il faudrait une biocapacité équivalente à plus de 4 planètes et demie pour répondre à la consommation de l'humanité et absorber les émissions de CO2 produites pour ce mode de consommation. Par contre, si tout le monde vivait comme le citoyen indien moyen, l'humanité n'utiliserait à peine que la moitié de la biocapacité de la planète. Alors sans adopter des modes de vie aussi extrêmes, chacun d'entre nous peut évaluer la quantité de ressources naturelles mobilisées pour chaque produit ou chaque geste. Par exemple, à l'échelle d'un produit, le simple fait de boire un verre de jus de fruits a un impact environnemental. D'abord, la production des fruits nécessite des terres cultivables et de l'eau, mais aussi des engrais et du carburant pour les machines agricoles. Vient ensuite le conditionnement, la mise en bouteille,
le transport, la distribution, qui demandent aussi du carburant supplémentaire. La commercialisation du produit et la publicité engagent d'autres sources jusqu'à l'achat et la consommation, sans même parler des déchets produits. Voilà, alors doté de toutes ces connaissances, évidemment, on est complètement traumatisé ou en tout cas immobilisé. Alors évidemment, ce n'est pas le but. Il s'agit simplement de mesurer à diverses échelles les impacts, les empreintes de ce que nous produisons, consommons et rejetons. Alors est-ce que tout cela est théorique? Ben, écoutez, pas tellement, puisque cette unité de mesure est utilisée par les écologistes, bien entendu, mais aussi les acteurs économiques, les gouvernements et même les Nations Unies pour préparer les négociations internationales. Par exemple, en France, la loi Grenelle de l'environnement a prévu qu'à partir de juillet 2011, tous les produits devront avoir une étiquette qui indique le niveau de leur empreinte carbone. Voilà, j'ai simplement voulu vous montrer que chacun pouvait agir à sa propre échelle et indiquer que tout cela ne nous dépassait pas totalement. Alors je vous conseille au moins 2 livres pour approfondir ce thème complexe. Il y a le Rapport Planète Vivante 2010, et puis un livre en anglais, le Ecological Footprint Atlas de 2010, et puis d'autres références sur le site du dessous des cartes arte.tv. Dans un instant.